Chers amis, bonjour et bienvenue aujourd'hui au salon Euronaval sur le stand du ministère des Armées dans lequel vous avez principalement les ingénieurs de la DGA qui sont tout autour de moi avec le best-of des innovations. Vous avez de la défense aérienne, des torpilles lourdes, des canons électromagnétiques, le porte-avions de nouvelle génération. On a des essaims de drones avec des centaines de modèles qui sont en train d'être déployés en même temps pour certains clients. On a aussi le Rafale qui est là, c'est juste parce qu'il est beau mais je vous en parlerai pas aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on a comme évolution de la FDI par rapport à la FREMM par exemple, parce que les missions semblent être les mêmes? Donc la frégate de défense et d'intervention est la nouvelle génération de frégates qui vient non pas succéder à la FREMM puisqu'elle va vivre en même temps opérationnellement, mais qui prend la suite en termes de technologie. Elle remplit les mêmes fonctions principales, lutte contre la menace aérienne, la menace de surface, la menace sous-marine. Rajoute également le domaine de lutte contre la menace asymétrique, donc pour simplifier tout ce qui est lutte contre les drones et la piraterie. Dans un format plus compact, 4500 tonnes pour la FDI contre 6000 tonnes pour les FREMM. Et cette compacité, malgré des missions équivalentes, a été rendue possible par plusieurs innovations et qui se retrouvent essentiellement dans la mature avec des radars plaques qui profitent d'une technologie innovante, nitrate de gallium, qui permet d'avoir des performances excellentes avec une compacité importante également. Donc ça veut dire qu'on est des radars à balayage électronique à antenne active. Exactement. Avec les nanomatériaux qui permettent de capter plus loin en émettant moins fort. Exactement. Une numérisation complète dès la réception du signal, ce qui permet d'avoir un traitement et une capacité de calcul bien plus importante que ce qu'on avait jusqu'à présent sur les FREMM par exemple. Et puis ensuite toute une armada de technologies qu'on peut voir sur cette mature avec l'IFF pour la reconnaissance ami-ennemi. On garde quand même des canons sur les... On reste quand même sur des valeurs connues avec le canon 76 mm équivalent aussi qu'on retrouve d'ailleurs sur la FREMM. 2 canons de 20 mm téléopérés depuis le central opération et de l'artillerie plus légère si je puis dire avec de la 12-7 notamment. La frégate est dotée de missiles Aster pour la lutte anti-aérienne. Elle est également dotée de missiles Mermer au standard Bloc 3C pour la lutte anti-navire. Ils sont juste à l'avant les silos. Au milieu du bâtiment, les missiles Mermer 40 Bloc 3C donc pour la lutte anti-navire. Et comme vous pouvez le deviner juste ici avec les 2 petites portes, donc elle a des systèmes de lancement de torpilles avec la torpille Mu-90. Donc aujourd'hui, la FDI est en phase d'essai. Elle a conduit sa première sortie à la mer le mois dernier avec succès pendant 3 semaines. Et elle va poursuivre ses essais à la fois à mer et à quai, à l'Orient et en Atlantique, jusqu'à l'été prochain où elle sera livrée à la Marine nationale. Si vous avez une bonne mémoire, il y a 2 ans, on était voir les gens de chez Archéocéan qui faisaient une antenne, un détecteur passif en éclatant ça entre plein de petits drones. C'est correct, on est ça. Et là maintenant, vous vendez des essaims de milliers de drones, c'est ça? C'est correct. On a un nouveau contrat pour plusieurs milliers de drones en essaim. Donc un essaim de plusieurs milliers de drones. Allez, qu'est-ce qu'on a derrière nous? Ça, c'est les vrais, c'est la vraie taille? Ça, c'est des vrais. C'est des drones qui naviguent. D'ailleurs, ils étaient à l'eau il y a quelques semaines pour le Dronathlon. Ils ont participé au Dronathlon et ils repartent à la mer parce qu'en décembre, ils naviguent pour la DGA. Qu'est-ce qu'on observe? Alors déjà, moi je observe que c'est de l'impression 3D. Félicitations, vous êtes moderne dans votre industrialisation. Il faut savoir être moderne, il faut savoir pouvoir réparer facilement les drones. Et ça, c'est en effet des pièces qu'on fait en 3D très spécifiques. Donc c'est cool. Donc en nombre, low cost. Alors, surtout combien de temps ça tient à la mer, ça? Alors, ça va dépendre. S'ils naviguent, ils vont pas naviguer très longtemps parce qu'ils sont petits, donc que quelques jours au maximum. Mais par contre, comme ils sont lourds, ils vont se poser au sol et ils vont durer jusqu'à 1 mois. C'est-à-dire que ça, on le met au sol, il a quoi comme capteur? Et c'est acoustique? Alors celui-là, c'est un capteur acoustique. Il va enregistrer, c'est une oreille sous l'eau. Et il va nous permettre de détecter certaines signatures acoustiques qu'on aura prédéterminées. Donc si on veut protéger une zone d'intérêt, on va dire, écoute, préviens-moi si tu entends un bateau, un plongeur, on va dire, ou un sous-marin, ça dépend. Et il va pouvoir prévenir, il va faire surface et il va renvoyer par satellite une alarme. Et elle est où son antenne? Elle est là. Ça, c'est l'antenne satellite? Tout à fait. Excellent. Et donc le fait d'en avoir des centaines et des centaines, c'est qu'ils vont par exemple se poser le long d'un chenal ou d'un aqueduc pendant... C'est qu'on va pouvoir d'ailleurs avoir une grande couverture, mais aussi pouvoir voir beaucoup de données. Donc on va pouvoir concentrer si on veut vraiment quelque chose de précis ou éclater si on veut couvrir. Et comment ils se positionnent les uns par rapport aux autres? Ils ont une antenne acoustique, une micro USBL inversée. Donc oui, et ça permet de donner l'angle et la distance depuis une source. Donc on va savoir où se trouve la source et on va pouvoir se positionner par rapport. Et là, la source peut être un drone, il peut émettre.
Et ça veut dire que les autres drones savent où se trouve le drone et comment il se positionne par rapport à lui. Et grâce à cette USBL, on peut faire du docking 3D et on peut faire des stations de recharge sous-marines. Et les drones peuvent rester en mer et se recharger et transférer de la donnée sur ces stations. C'est-à-dire que tu mets des grosses batteries sous-marines dans lesquelles lui il va venir se brancher pour tenir encore plus d'un mois? Oui, alors les batteries sont alimentées ou par des bouées de surface qui vont récupérer l'énergie par des panneaux solaires et de la houle, ou carrément un câble qui va jusqu'à terre et on peut directement brancher la station. Ça va pas très vite, mais c'est pas censé aller très vite, c'est plus fait pour durer. Ils ressemblent, justement, ils sont très différents des AUV traditionnels parce que le but, c'est que ça ne soit pas des bêtes de course pour aller vite, mais qu'ils soient très précis dans leur positionnement. Donc vous voyez, ils ont 4 propulseurs, ce qui leur permet de faire du hovering, un peu comme les hélicoptères, voilà, et d'être se positionner très précisément. Tamara, un grand merci. Merci à toi, merci beaucoup. On arrive avec Kevin, qui est aussi un pote de l'IHEDN. Accessoirement, les meilleurs. Oui, bien sûr. Tu es en charge du porte-avions de future génération, le PANG. Oui, c'est ça. Je m'occupe en fait du programme qui va avec le programme porte-avions, à savoir le programme d'infrastructure. Parce que ce porte-avions, il est beaucoup plus grand que le porte-avions précédent. Mais oui. Il fait donc 310 mètres de long, il fait 78 000 tonnes. Alors, les chiffres, 40 000 tonnes le précédent. Voilà, les chiffres bougent encore beaucoup parce qu'on est en phase d'études, donc c'est encore normal. Et donc il y a besoin de créer un nouveau programme d'infrastructure pour l'accueillir avec un nouveau bassin, un nouveau quai. Et donc on va aussi draguer la rade de Toulon. Donc des gros travaux, c'est un programme à part entière. Bon, qu'est-ce qu'on fait quand on a 70 000 tonnes de diplomatie? En fait, grâce à ce porte-avions-là, on a une capacité d'intervention dans l'espace aéromaritime qui est assez importante. On va pouvoir mettre toujours en œuvre une trentaine d'appareils, mais vu la taille du porte-avions, une capacité d'exploitation à duplication de la force qui est assez importante, puisqu'on a une zone de maintenance qui est plus grande, des soutes plus grandes pour le carburant, pour les armements. Donc une tenue à la mer qui est beaucoup plus longue en fait. Il est aussi plus grand parce que ce qu'on embarque est plus gros. Parce que le SCAF ayant des soutes internes, c'est un avion plus gros que le Rafale. Tout à fait. Tout est proportionnel. Le porte-avions, il est prévu pour accueillir effectivement le SCAF et le nouvel avion de combat, y compris les drones de combat qui vont l'accompagner. Au départ, il sera équipé de Rafale et progressivement, dès qu'on aura les NGF qui vont arriver, il arrivera et prendra sa place. Et il a été calculé pour pouvoir accueillir une trentaine de NGF. La date de livraison espérée? Donc la livraison, il est livré, admis en service actif en 2038. Ça veut dire qu'il va arriver à Toulon en 2035. On va charger ses cœurs avec les éléments combustibles. Nucléaire. On est sur un porte-avions électrique. C'est-à-dire que sur le Charles de Gaulle, en fait, les chaufferies nucléaires produisent de la vapeur qui va servir à la propulsion et aux catapultes. Sur le porte-avions de nouvelle génération, en fait, les chaufferies vont produire de l'électricité qui va servir à une propulsion électrique et à des catapultes électromagnétiques. Donc on est sur du tout électrique quelque part. Il n'y a plus qu'à finir le SCAF maintenant et puis avoir le drone de combat et le navaliser ensuite. C'est ça. C'est des challenges. Oui, gros challenge, gros programme. Vous avez mis un E2C au lieu de mettre un E2D. Tout le reste, c'est tout à fait crédible. Pareil, je me suis fait la même remarque. Comment est-ce qu'on le reconnaît? Des E2D. On le voit effectivement déjà avec les hélices, parce que c'est pas les mêmes. Exact. Mais aussi et surtout parce qu'il n'a pas la perche de ravitaillement. Voilà. Mais moi, je l'ai, la maquette chez moi déjà. Vous avez vu? Bon, on n'est pas nombreux à avoir vu ça, mais nous, on l'a vu. Et vous aussi, du coup. Merci. Avec plaisir. On arrive avec le directeur de programme de Sea Explorer, c'est ça? Directeur de programme de la capacité hydrographique et océanographique future, dans le cadre duquel, effectivement, nous optimisons ce glider Sea Explorer. Alors, glider, en français, c'est un planeur? Ce glider est un planeur sous-marin. Sa particularité, c'est qu'il ne dispose d'aucune propulsion. En fait, il va le planer comme un planeur aérien, en utilisant un mouvement de masse à l'intérieur du planeur qui va le permettre d'aller soit vers l'avant, soit sur le côté, à droite ou à gauche. Alors attention, l'avant c'est là-bas? L'avant est ici. Parce que c'est pas inné comme il n'y a pas d'hélice à l'arrière. L'avant est ici. Ces ailettes lui permettent quand même d'avoir une certaine stabilité dans l'eau. D'accord. La caractéristique de ce planeur, c'est qu'il consomme très peu d'énergie, puisque l'énergie ne sert pas à le propulser. Et cela lui confère une très grande autonomie. C'est-à-dire que là, on parle de plusieurs semaines, voire plusieurs mois en mer, quand un drone courant va rester 2 ou 3 jours en mer. Alors, on parle de planeur, ça veut dire que quoi? Il se laisse couler dans la destination qu'il veut? Absolument. Puis il remonte avec un système de ballast? Effectivement, on va changer la flottabilité du planeur par un transfert de masse à l'intérieur,
un transfert de masse vers l'avant va lui donner une flottabilité négative. Oui. Il va le faire avancer sous l'effet de son poids et du courant. À l'inverse, il va remonter. Et un mouvement de la batterie vers la droite ou vers la gauche va lui permettre d'aller vers la droite ou vers la gauche. D'accord, donc c'est vraiment tout avec son poids qui va pouvoir Exactement. choisir sa trajectoire. Comme un planeur. Quel type de mission est-ce qu'on peut lui faire faire? Parce qu'il ne va pas aller aussi vite qu'un bateau, par exemple. Alors, aujourd'hui, c'est un outil qui est dédié à des missions océanographiques D'accord. et hydrographiques. Donc l'étude de la colonne d'eau, la salinité, la salérimétrie, la courantologie. D'accord. Mais c'est aussi un outil sur lequel nous avons développé une antenne acoustique qui permet qui permet non seulement de capter les sons, mais également d'identifier la directivité du son. C'est-à-dire D'accord. de savoir d'où vient ce son. Parce qu'il y a la stéréo comme les oreilles, du coup on arrive à savoir d'où ça vient. Exactement. Ça. Et donc ce qui confère en fait, au-delà de sa capacité hydrographique, ça lui confère une capacité de renseignement sous-marin. C'est un outil qui peut descendre jusqu'à 1000 mètres. Donc, Ah ouais, environ ok. toutes les 3 à 4 heures, il refait surface. Et son antenne qu'on voit à l'arrière, qui est C'est une ce bon antenne truc Iridium. Ok. Donc au bout de 3 quarts d'heure, il va faire surface, il va faire le bouchon. Et à travers cette liaison satellite, on va récupérer ces données. Ok, excellent. Bah, merci beaucoup. J'en veux. On arrive avec le capitaine de frégate Yann, qui est spécialiste sur la nouvelle torpille lourde, c'est ça? Oui, donc la torpille lourde F21 est la dernière née des torpilles. C'est une torpille qui équipe actuellement tous les sous-marins français et qui est aussi utilisée par la marine brésilienne. Donc elle est déjà opérationnelle celle-là. Elle est déjà opérationnelle depuis Depuis quand 2019. Ok. Bon, c'est une torpille de dernière génération qui est capable de filer à plus de 50 nœuds, Waouh. plus de 90 km/h sous l'eau, qui est capable de parcourir plus de 50 km et est autonome pendant 1 heure à la mer. Elle est philo-guidable depuis le sous-marin. Ça c'est la propulsion? Ça, c'est la section qui contient la bobine de filoguidage qui reste à l'intérieur du sous-marin pour lui D'accord. permettre d'être complètement autonome vis-à-vis de sa navigation, tout en la filoguidant. À l'intérieur de la torpille, il y a une deuxième bobine de filoguidage à fibre optique de plus de 50 km qui lui permet d'être filoguidé jusqu'à son but. Mais la torpille est suffisamment intelligente pour être complètement autonome, traiter les contre-mesures et s'en affranchir, et même attaquer les cibles par très petit feu. D'accord. Alors, moi, à l'époque, c'était la Murène, quand j'étais à la Marine nationale. Là, ça veut dire qu'on est avec des capteurs intégrés, plus intelligents. Ça veut dire qu'elle peut adapter sa C'est vitesse. une génération d'électronique supérieure. Ouais. La torpille est beaucoup plus lourde que la Murène. Oui. C'est une torpille qui mesure 6 mètres de long Ouais. et qui pèse 1,3 tonne. Donc l'attaque acoustique est plus élaborée et plus grande. Elle est capable de travailler en passif, c'est-à-dire complètement indétectable, en actif pour aller pinguer sa cible. C'est-à-dire qu'il y a un sonar intégré, elle peut écouter et repérer par exemple une cible. Est-ce qu'elle sait par exemple faire de la classification, reconnaître un Elle sous-marin? sait classifier ses cibles et les contre-mesures, les discriminer. Et donc elle est particulièrement performante dans des environnements très bruités. Ok. Grâce à ses performances, elle est capable d'adapter le passif et l'actif en Est-ce fonction de ses besoins. qu'on peut imaginer qu'elle aille, je sais pas, taper dans un port, ou alors c'est uniquement les Elle est navires qui sont en mouvement suffisamment et qui font du performante bruit? pour aller détecter des cibles par très petit fond. Par très petit Jusqu'à fond. des ports. Un grand merci. Merci. On arrive avec l'ingénieur en chef de l'armement, Mathieu. Derrière vous, il y a l'Aster B1NT. C'est une nouvelle version? Tout à fait. La nouvelle version du missile Aster. Ici, Aster, qui est une famille de missiles de défense solaire qui équipe toutes les plateformes, à la fois de l'armée de l'air et de la marine française et des marines alliées. Alors, il faut savoir déjà que ça, c'est déployé évidemment, par exemple, dans tous les navires. On connaît l'efficacité, ça a été utilisé contre les Houthis. Combat de Proven depuis l'année dernière en mer Rouge. Et en Ukraine, évidemment, avec un grand succès en termes d'efficacité. En Ukraine, ils disent qu'il a même été capable d'intercepter les missiles aérobalistiques Kinzhal russes qui étaient soi-disant ininterceptables. Alors du coup, qu'est-ce qu'il fait de nouveau celui-là? Il va pouvoir le faire encore mieux et surtout déjouer des missiles qui seront encore performants, qui vont arriver dans le futur. Donc des missiles qui seront plus manœuvrants et encore plus rapides que ceux qu'on voit actuellement sur le théâtre. Alors ça fait du balistique? Ça fait de l'antibalistique, oui. C'est-à-dire qu'il va monter plus haut, c'est quoi l'ordre de distance? Surtout intercepter des cibles qui arriveront avec une plus grande vitesse et notamment des missiles à corps de rentrée, à tête de rentrée, séparables. Donc on trouve sur des missiles balistiques de moyenne portée. C'est-à-dire que c'est des missiles qui ont plusieurs étages, par exemple le Topol russe ou alors les systèmes nord-coréens ou Hwasong, je sais pas combien, qu'ils ont développé depuis un sacré bout de temps. Vous avez différents morceaux. Donc vous avez les boosters principaux, puis vous avez les systèmes à poudre et vous avez la tête qui va re-rentrer avec une grande vitesse. Donc maintenant on est capable d'intercepter ça. C'est quoi? C'est plus de 10 000 km/h? C'est l'ordre de grandeur et surtout c'est les corps de rentrée qui font de l'ordre de moins de 2 mètres. Donc Ouais. Ils sont vraiment très petits et il faut être capable de les détecter avec une grande précision pour faire impact sur ces objets. Impact, c'est-à-dire qu'on les cogne ou on explose à côté?
On a une charge pour améliorer l'effet et avoir apporté la polyvalence de la STR sur tout un tas de cibles. Mais la plupart du temps, on fait un impact direct sur la cible, grâce à la précision du missile. Et alors le guidage, c'est quoi? C'est du radar comme par le passé? C'est du radar, autodirecteur électromagnétique dans le missile et guidage radar sur les systèmes navals ou terrestres qui guident le missile. C'est-à-dire que typiquement, le navire est capable de désigner la cible, lui il part dessus, puis ensuite il allume son propre radar une fois qu'il est parti. Et une fois qu'il a accroché la cible, il va pouvoir déjouer toutes les manœuvres d'évitement adverses et les leurres que pourrait lancer la cible adverse pour aller sur sa cible. Et lui, il se déplace à quelle vitesse? Mach 4,5. Mach 4,5. Et donc celui-là, il va être déployé quand? Alors le missile va arriver dans quelques années. On est en pleine phase de qualification. On vient de réussir le mois dernier le premier tir de qualification de cette nouvelle version à Biscarrosse. Au centre d'essai. Au centre d'essai de DGA. De la DGA, mesdames et messieurs. Merci. Je vous en prie. On arrive sur un projet super innovant parce que ça fait des années qu'on en parle. C'est les canons électromagnétiques pour tirer de l'artillerie super loin, super vite. C'est ça. Dans quelques années, effectivement, on espère pouvoir être capable d'implémenter ce genre d'appareil sur des navires. Actuellement, c'est en phase de développement, c'est toujours en laboratoire. On est les seuls en Europe à faire ça. Très concrètement, on parle de mégajoules, c'est-à-dire qu'on tire des munitions qui vont être capables d'encaisser, 100 000 G, c'est des trucs incroyables. Ouais, c'est à peu près ça. On est de l'ordre de 50 000 à 100 000 G, effectivement. Et c'est aussi une contrainte, mais c'est aussi un avantage du Ray Gun parce que par rapport à un canon à poudre qui va détonner et distiller son énergie cinétique d'un seul coup, nous, on va pouvoir répartir l'énergie, l'accélération, en fait, par le courant tout au long de la course du projectile. Donc sur toute la longueur. On tire quoi comme projectile, c'est ça? Les projectiles, c'est principalement ça, parce qu'en fait, le Ray Gun, donc c'est un canon à rail, c'est 2 rails parallèles l'un à l'autre, et du coup, on va tirer ce genre d'architecture qui va venir être traversé par un courant. Comme c'est traversé par un courant, il va y avoir une force qui en résulte, et c'est cette force qu'on va chercher à exploiter pour tirer des projectiles de manière la plus rapide possible. Ça, c'est le projectile. Et en fait, derrière, effectivement, pour de l'application militaire, alors nous, on n'est pas balisticien, mais on a imaginé ce genre de solution où on vient derrière, ça c'est notre propulseur, mettre une flèche qui a pour but d'impacter une cible, qu'on met dans un sabot pour l'isoler et on l'envoie effectivement dans le canon. C'est-à-dire que c'est ça qui est accéléré et qui donne sa vitesse. Voilà, ça va pousser la flèche et du coup transmettre sa vitesse à la flèche. Et d'un point de vue opérationnel, donc on espère tirer à quelle distance? Alors, il y a 2 scénarios actuellement sur lesquels on voit le Ray Gun. Comme on est capable d'avoir des vitesses de bouche assez élevées, donc on parle de 3000 mètres par seconde, on le voit... Ça fait Mach 8 deux manières, c'est ça, c'est Mach 8, 8,5. On le voit de 2 manières différentes. Donc, soit on tire à très longue distance, on parle de 200 km, et dans ce cas-là, on ferait un tir vers le haut, en fait, en trajectoire oblique, pour pouvoir quitter l'atmosphère, atteindre un vol stationnaire et redescendre de 200 km pour long. Le problème, c'est que si on fait ça, on n'a plus d'énergie à ce moment-là. On n'a pas l'énergie cinétique impactée qu'on a à la sortie. Donc ça, ce serait plutôt pour des charges actives. Si on intègre là-dedans de l'électronique, des explosifs, etc. Mais qui résiste à 100 000 G, c'est pas à la portée de tout le monde. Une des contraintes qu'on a, c'est effectivement arriver à mettre des éléments qui résisteraient à 100 000 G et aux champs électromagnétiques qui vont être produits par le Ray Gun. On a aussi un deuxième scénario qu'on propose à l'armée, c'est la neutralisation de projectiles hyper véloces. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Maintenant, il y a des missiles qui vont à Mach 5, 6, 7. Et du coup, le Ray Gun pourrait être une solution pour venir taper ces missiles avec simplement une charge, une masse aérodynamique tirée sur un missile. Merci beaucoup. On reste chez Alcimar, mais on passe avec le Blackbird, qui est un drone à changement de milieu, c'est ça? Exactement. Donc, le Blackbird est éjecté d'un sous-marin qui a immersion profonde et qui va permettre en fait de faire de la reconnaissance aérienne depuis ce sous-marin. Donc ça permet d'avoir une vision totale de ce qui se passe au-dessus du niveau de l'eau, tout en étant en sécurité au fond des fonds marins. Ça veut dire que là, il va larguer une sorte de bouée? C'est exactement ça. Donc le sous-marin va venir relâcher ce qu'on appelle un véhicule sous-marin qui contient le drone. Il va venir se mettre en stand-by. Après, dans un second temps, il va y avoir donc la bouée XEB qui va venir à son tour au niveau de la surface. La particularité de cette bouée, c'est qu'elle émet des radiofréquences, comme elle en reçoit. Et puis, elle est reliée aussi au sous-marin, donc par fibre optique, donc un fil de 7 km. Ça permet de mettre une bonne distance de sécurité. Donc, la particularité, en fait, c'est que une fois que le drone sera éjecté, l'opérateur pourra donc soit téléopérer le drone de façon classique, donc le diriger selon les besoins, ou aussi pourra donc poser des points géographiques sur la map pour pouvoir laisser le drone faire sa propre route de manière autonome. C'est des capteurs qui sont finalement, on peut mettre du visuel pour l'instant, mais on peut imaginer d'autres types de capteurs qui seront dedans après? C'est ça, donc pour l'instant en fait c'est purement visuel, donc c'est ce qu'on appelle la charge utile, pour l'instant ce n'est qu'une vidéo, et donc à terme on pourra replacer la charge utile par ce qui est nécessaire pour le client. Merci beaucoup. Merci à vous.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu la direction générale de l'armement. Il y a des innovations absolument partout. Ça entre en opération dans les forces progressivement. Je vous ai pas montré ça parce que ça, ce sera dans la vidéo qui parle de Naval Group. Et donc, je vous renvoie vers cette nouvelle vidéo dans un coin en haut à droite. Je ne connais pas. Et je vous dis à très bientôt.